Renforcement du partenariat stratégique avec certains pays amis au rang desquels la Fédération de Russie, la République populaire de Chine ou encore la République de Turquie. Parmi les faits marquants de l'année, on retiendra notamment la visite du président de la transition en Chine en septembre dernier à l'occasion du 9e édition de la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine. Retour sur une année diplomatique riche en événements avec Yaya Konaté. 2024, une année où le Mali diplomatique aura brillé de mille feux sur la scène internationale. Nous sommes le 6 juillet 2024, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger réunis à Niamey décident de la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Ensemble, ils avaient annoncé dès janvier leur départ de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, organisation jugée instrumentalisée par la France. La signature du traité instituant la Confédération, une volonté ferme de réaffirmation de la souveraineté des trois États qui ont décidé alors d'avancer résolument d'une architecture de défense commune vers un véritable espace d'intégration sous-régionale. Et c'est le Mali qui aura l'honneur de diriger les premiers pas de la nouvelle Confédération. Général d'armée Assimi Goïta. L'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. La Confédération des États du Sahel, AES, une vision portée par les trois chefs d'État qui vise à terme la constitution d'une fédération, une volonté d'aller de l'avant en rompant avec l'ordre ancien. Et le dernier communiqué en date du Collège des chefs d'État lève tout équivoque sur la rupture consommée avec la CEDEAO, quand l'organisation, lors de son dernier sommet, décide en effet d'accorder à leur pays un délai supplémentaire de 6 mois pour éventuellement se rétracter d'une seule voix. Le Collège des chefs d'État décline l'offre, souligne le caractère irréversible de leur départ et dénonce des manœuvres de déstabilisation. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère, à juste titre, la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. La démarche est claire, les autorités maliennes l'avaient déjà déclinée en 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali, parmi lesquels le respect de ses choix de partenaires. Bamako décide donc de cheminer avec les pays qui respectent sa souveraineté. Du 4 au 6 septembre 2024, le président de la transition est en visite en Chine dans le cadre de la 9e édition du Forum de coopération entre l'Empire du Milieu et le continent africain. Une occasion pour les deux pays de raffermir des relations de coopération vieille de plus de 60 ans, relations basées sur une vision et des principes partagés. Bamako et Beijing décident à l'occasion d'élever leurs relations de partenariat à un niveau stratégique. La Chine annonce l'octroi au Mali d'un don sans contrepartie de 22 milliards de francs CFA et des projets concrets sont mis en route. Parmi eux, la relance de la construction de la nouvelle Assemblée nationale ou encore celle d'un centre de traitement pour diabétiques. À l'heure du bilan, le chef de l'État s'est montré satisfait. Général d'armée Assimi Goïta. Nous partageons un certain nombre de principes et de valeurs avec la Chine, notamment le respect de la souveraineté de nos États, la prise en compte des étreintes de nos peuples et surtout la non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc cela nous a permis de continuer à discuter et nous allons toujours voir toutes les possibilités qui peuvent nous permettre d'avancer dans ces partenariats stratégiques. La Chine, deuxième pays hors du continent africain à recevoir le président de la transition. On se rappelle que le chef de l'État avait pris part en juillet 2023 au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en Fédération de Russie. Les présidents Assimi Goïta et Vladimir Poutine avaient décidé alors d'élever les relations économiques qui unissent les deux pays au niveau des excellentes relations politiques. C'est ainsi qu'en 2024, l'axe Bamako-Moscou n'a cessé de se consolider à travers des échanges de délégations. En témoigne la visite au Mali du vice-président
Premier ministre de Russie ainsi que celle d'une délégation du géant russe du nucléaire, la société Rosatom, pour ne citer que cela. D'autre part, on notera la participation du Mali à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique tenue à Sochi, mais aussi le séjour en Russie de la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances en septembre dernier. Invité à prendre part à la semaine russe de l'énergie, notre pays a participé ainsi à la réflexion mondiale sur les questions liées à ce secteur stratégique et à la prometteuse coopération dans le domaine avec la Russie. La visite de la délégation malienne de haut niveau en Fédération de Russie a été l'occasion de faire le point de l'état d'avancement de la douzaine de mémorandums d'entente qui unissent les deux parties dans différents domaines de coopération avec la volonté de raffermir les relations partenariales et d'accélérer la mise en œuvre de projets structurants, sujet d'ailleurs évoqué aussi lors de la réunion ministérielle de Sochi. En matière de renforcement du partenariat stratégique avec les pays amis, on retiendra également l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération avec d'autres pays comme la République de Turquie ou encore le renforcement de la coopération sud-sud avec des résultats encourageants. Le Mali qui chemine avec ses alliés mais qui assène aussi ses vérités face à ses détracteurs. Le cadre tout trouvé, c'est bien évidemment la tribune des Nations Unies d'où notre pays s'adresse désormais au monde dans un discours clair, limpide mais surtout décomplexé. À l'occasion de la 79e Assemblée générale des Nations Unies tenue en septembre dernier, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, réaffirme l'attachement de notre pays à sa souveraineté et dénonce des ingérences extérieures dans les affaires du Mali. Général de division Abdoulaye Maïga. Nous constatons une grave ingérence dans les affaires intérieures du Mali. La nature de la solution déployée par les autorités maliennes ne concerne que les Maliens. Depuis la fin de l'accord d'Alger le 25 janvier 2024, les Maliens n'expriment qu'un seul vœu le concernant, que son âme repose en paix. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'accord est bien et belle mort. Vos incantations ne serviront pas à le ressusciter. Vous me donnez l'occasion d'une part de vous réitérer que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, et d'autre part de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis. Le Mali sur la scène internationale en 2024, c'est aussi la participation de notre pays à d'autres grands rendez-vous internationaux. La COP 29 tenue en novembre dernier en Azerbaïdjan, la COP 16 sur la biodiversité qui a eu lieu fin octobre à Cali en Colombie, ou encore celle sur la désertification organisée début décembre à Riyad en Arabie Saoudite, autant de tribunes où notre pays a donné de la voix. AES Actualité. Nous posons nos valises au Burkina Faso. Selon ses consommateurs, elle a un bon goût et a différentes saveurs. Il s'agit de la cigarette électronique, autrefois présentée comme une solution pour arrêter de fumer. Elle s'impose aujourd'hui comme un phénomène de mode, facile d'accès et souvent considérée comme inoffensive. Cette forme de cigarette est devenue un outil d'initiation à la nicotine, une consommation qui inquiète les parents, enseignants et professionnels de santé. Les jeunes et la cigarette électronique dans ce reportage de Céline Ouedraogo de la radio du Burkina. La cigarette traditionnelle et celle électronique sont différentes du point de vue de leur composition. Cependant, qu'elle soit traditionnelle ou électronique, la cigarette présente des risques pour la santé humaine, selon Dr Sourinoma Eric Delma, pneumologue au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. La cigarette traditionnelle contient du tabac qui est brûlé pour produire de la fumée. Elle libère plus de 7000 substances chimiques, dont beaucoup sont toxiques et cancérigènes. Par contre, la cigarette électronique chauffe un liquide contenant souvent de la nicotine, des arômes et des solvants comme le polyène glycol, et ça produit un aérosol qui est inhalé ou bien fumé par les consommateurs. Communément appelé vape ou puff, le goût de la cigarette électronique est un appât pour la plupart des jeunes burkinabés.
Elle est devenue un phénomène de mode, indique Ivan Ouattara, âgé de 20 ans. Je consomme la cigarette électronique parce que ça a bon goût dans la bouche et qu'il y a plusieurs saveurs. J'en consomme depuis 2 ans. J'ai conscience des risques et des conséquences. Issa Yameogo, nom d'emprunt, lui aussi a pris goût à la cigarette électronique depuis 1 an. Sa compagnie y a beaucoup contribué, explique-t-il. Je trouve que c'est mieux que la cigarette quand même. À travers un groupe d'amis que j'ai connu ça, j'ai vu que ça avait aussi un bon goût. Comme tout fumeur, chacun compte vraiment arrêter ce qu'il a commencé parce que à la longue, ça peut devenir autre chose. Selon le pneumologue Dr Sugunoma Eric Delma, la dépendance à la nicotine est l'un des effets de la cigarette sur la santé. La cigarette électronique provoque des irritations des voies respiratoires, des lésions pulmonaires et il y a potentiellement une dépendance à la nicotine. Mais elle libère des substances chimiques potentiellement nocives, notamment le formaldéhyde, les acroléines, les métaux lourds. Plusieurs moyens thérapeutiques existent cependant pour arrêter de fumer, rassure Dr Eric Delma. Nous accompagnons nos consommateurs avec des substituts nicotiniques adaptés à leur degré de dépendance. En général, nous faisons un suivi individuel. Il y a également la possibilité de suivi ou de soutien en ligne. Ici, nous avons un groupe WhatsApp des consommateurs. Une unité de sévrage tabagique existe à cet effet au sein du service de pneumologie de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Dr Eric Delma invite les personnes désireuses d'arrêter de fumer ou de vapoter à avoir recours à des spécialistes pour se faire accompagner efficacement. Le Niger dans l'actualité, l'intervention du chef de l'État français lundi dernier sur le retrait des forces françaises de certains États africains a confirmé au grand jour la face de celui qui est sans doute le président français de la Ve République le plus controversé, qualifié fréquemment de plusieurs noms d'oiseaux, comme l'ont fait mardi le Tchad et le Sénégal. Emmanuel Macron doit en outre faire face dans son propre pays à un rejet grandissant du fait d'une crise politique qu'il a lui-même créée en dissolvant l'Assemblée. Commentaire signé Abdoulaye Koulibaly de la radio du Niger. Macron méprisant ou arrogant, quelle différence? L'un est une forme d'ignorance dédaigneuse, tandis que l'autre relève plus de la volonté de soumettre autrui. Quoi qu'il en soit, il est sans doute le président français de la Ve République qui a le plus fréquemment été qualifié de ces épithètes peu louangeuses. Toujours égal à lui-même, Macron a fait des siennes. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et parfois, il a fallu les pousser. Pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Et quand Macron estime que des dirigeants africains avaient oublié de dire merci à la France pour le rôle qu'elle aurait joué dans la lutte contre l'insécurité, il faut simplement lui rappeler que la France non plus n'a remercié à ce jour l'Afrique pour la précieuse contribution des troupes africaines à la libération de la France sous domination nazie. Une contribution sans laquelle la France serait peut-être allemande aujourd'hui encore. L'intervention d'Emmanuel Macron constitue aussi la preuve supplémentaire qu'il a perdu tout repère, grisé davantage par un pouvoir l'ayant rendu encore plus arrogant. Une chose est sûre, Emmanuel Macron est aujourd'hui contesté dans son propre pays par une large majorité de Français, selon les derniers sondages. En mauvais perdant, il refuse toujours de reconnaître l'évidence de sa défaite, faisant dans le dilatoire au Parlement, où son camp est largement minoritaire. Accentuant la crise politique en cours dans son pays, il refuse en effet de nommer, contrairement à la tradition républicaine, un Premier ministre issu du camp de la coalition majoritaire, arguant qu'aucun parti pris individuellement n'a recueilli la majorité. Pourtant, il en a nommé 2 de son propre camp, depuis les législatives de juin 2024, méprisant ainsi le suffrage de ses compatriotes. Le dilatoire auquel il a choisi, ce faisant, de se livrer, ne peut de toute façon prospérer. La demande de sa destitution sera sans doute bientôt remise au goût du jour au Parlement. Surtout si le 14 janvier prochain, à l'occasion du vote de la déclaration de politique générale, une nouvelle motion de censure renversait le gouvernement actuel, ce qui n'est pas exclu de l'avis même de nombre d'observateurs. Et si une destitution du locataire de l'Élysée intervenait, peut-être ouvrirait-elle la voie à un renouveau politique français et à une nouvelle ère
dans les relations Afrique-France. Actualité sur la scène internationale au Sénégal, l'exécutif veut rationaliser le paysage politique composé de 348 partis. C'est en substance l'objectif affiché par l'exécutif au Sénégal concernant les partis politiques, leur rationalisation, autrement dit la suppression de tous ceux qui ne respectent pas la loi de 1989 qui régit leur fonctionnement, était dans le programme du PASTEF. En République démocratique du Congo, l'armée reprend le chef-lieu du territoire de Massissi au M23 dans le nord Kivu. La ville clé de Massissi centre, tombée dans le week-end entre les mains du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, a été reprise par l'armée congolaise appuyée par les groupes armés locaux après des violents affrontements contre les rebelles du M23. Une reconquête qui intervient alors que l'armée annonce une contre-offensive contre le M23. Le Parlement libanais s'est réuni ce jeudi pour tenter d'élire un président de la République après une vacance de plus de 2 ans. La voie semble ouverte pour l'élection d'un successeur à Michel Aoun, dont le mandat s'est achevé fin octobre 2022. Le candidat favori est le chef de l'armée, le général Joseph Aoun, qui jouit du soutien des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, 2 pays qui exercent une influence politique majeure au Liban. Ces derniers jours, les obstacles empêchant la réussite de la séance électorale sont tombés les uns après les autres. Le quorum de 86 députés sur les 128 que compte le Parlement sera assuré sans souci. Et si aucun candidat n'obtient les 2/3 de vote lors de la première séance, les 65 voix nécessaires pour élire le président lors des séances suivantes sont déjà disponibles. Los Angeles est toujours sous la menace des flammes et les dégâts sont gigantesques. Plus de 1000 structures ont été détruites par le feu au bord de l'océan Pacifique à l'est de la ville. Des incendies qui ont fait au moins 5 morts et forcé des dizaines de milliers d'habitants à fuir. Le président américain Joe Biden a annulé le voyage qui devrait le conduire ce jeudi en Italie en raison des incendies qui font rage autour de Los Angeles. Dans la leçon du sport du jour, c'est la faute disqualifiante en basketball qui est à l'honneur. En football, la première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne a tourné à l'avantage du FC Barcelone. Et sur le plan local, championnat national de Ligue 1 professionnel, il est question de la fin de la 6e journée. On fait le point avec Abdelkarim Kaba. Championnat national de Ligue 1 professionnel, il est question de la 6e journée. L'AS Bakardian de Baraouli a battu l'AS Police par 2-1. C'est la première victoire du nouvel entraîneur de l'AS Bakardian de Baraouli, Soumaïla Koulibaly. Le derby de la Ligue de Koulikoro a tourné à l'avantage de l'US Bougouba, 5-2 devant les Étoiles du Mandi. En ce qui concerne les autres résultats déjà enregistrés, le FC Diarra et Afrique Football Elite ont fait match nul, 0 but partout. L'AS Real de Bamako a enregistré sa première victoire de la saison en dominant l'US Bougouni par 3-0. Les 11 créateurs de Nyarela ont été battus par l'USFAS, 1 but contre 3. Le Binga FC a dominé l'ASCO par 2-1. Et le derby malien qui devrait opposer le Stade malien de Bamako et le Djeliba Athletic Club pour terminer cette 6e journée a été reporté en raison des matchs de compétitions africaines de clubs. Toujours football, cette fois-ci en Espagne, la première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne a tourné à l'avantage du FC Barcelone. À la cité sportive du roi Abdallah de Jeddah en Arabie Saoudite, face à Athletic Bilbao, vainqueur de la Coupe d'Espagne. Le vice-champion du FC Barcelone l'emporte par 2-0 cette première demi-finale de la Supercoupe. Pour rappel, les deux équipes se sont déjà rencontrées 216 fois. Le dernier match entre les deux formations a été remporté par le FC Barcelone 2-1. C'était le samedi 24 août 2024 en Liga à l'occasion de la 2e journée. La 2e demi-finale se joue ce soir, toujours à la cité sportive au roi Abdallah de Jeddah en Arabie Saoudite. Ce sera à partir de 19h GMT. Elle mettra aux prises les Real Madrid, champions d'Espagne en titre, et Mallorca, finaliste de la Coupe d'Espagne. À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport de ce jeudi porte sur la faute disqualifiante en basketball. Une faute disqualifiante est toute action anti-sport flagrante des joueurs de champ, des remplaçants ou autres acteurs sur le banc d'une équipe. Dans ce cas, le joueur devra quitter l'arène ou rester dans le vestiaire. En cas de rapport de l'arbitre, la sanction peut être assez grave. Isaac Tchenou nous en parle dans sa leçon de sport du jour. Une faute disqualifiante est une action antisportive flagrante du joueur au cours d'une rencontre de basketball. Alpha Brago Jackson, instructeur FIBA. La faute disqualifiante, c'est
un joueur qui a agressé son adversaire. Le mot agresser n'est pas fort. Quand on agresse, tu dois être disqualifié. Pour qu'un joueur soit sanctionné pour faute disqualifiante, les conditions sont précises. Un joueur qui va dans son déplacement, toi tu viens, tu lui donnes un coup de poing. Alors l'arbitre ne doit pas hésiter. C'est un anti-jeu grave. Ce joueur-là, il faut le renvoyer dans les vestiaires. Chaque fois qu'un joueur fautif est disqualifié, il doit se rendre et demeurer dans le vestiaire de son équipe pour toute la durée de la rencontre ou, s'il le désire, quitter l'enceinte du bâtiment. Alpha Bagayoko Jackson. Il est remplacé. C'est pas comme au football où on dit changement. Au basket, on ne dit pas changement. On dit remplacement. Ça veut dire qu'on peut sortir et revenir. Mais quand tu es disqualifié, tu dois aller dans les vestiaires. Malheureusement, chez nous ici, quand le joueur est disqualifié, souvent tu le retrouves sur le banc. Mais il faut s'il n'y a pas de vestiaire, il doit sortir de la salle. Parce qu'il peut exciter le public à l'agression. Il doit être dans les vestiaires jusqu'à la fin de la rencontre. Chaque infraction en basketball a une conséquence et elle est très souvent immédiate. La réparation, c'est 2 lancers francs plus possession ballon. C'est-à-dire, on te donne 2 lancers francs, il n'y a pas d'encadrement. Le joueur 1 est là, l'arbitre lui donne 2 lancers francs. Il est reçu, il n'est pas reçu. Après, on lui donne la remise. Par la suite, les arbitres peuvent décider ou non de formuler un rapport concernant la faute commise par le joueur. Ce rapport est ensuite examiné par la commission de discipline responsable de la compétition et les sanctions peuvent aller jusqu'au bannissement du joueur à vie des rangs de la fédération de basketball en cas de faute très grave. Chronique judiciaire. Le Mali dispose de nouveaux codes pénals, de codes de procédure pénale. Le président de la transition a promulgué les 2 textes le 13 décembre 2024. Il faut le rappeler que les travaux d'élaboration de ces documents importants ont démarré en novembre 2017. Parmi les innovations, on peut citer la criminalisation de la traite des personnes, la suppression des cours d'assises, l'institution du juge de l'application des peines, la protection de la présomption d'innocence, l'introduction du bracelet électronique ou encore la mise en place d'un collège des libertés et des temps de détention et bien d'autres. Une application correcte de ces innovations contribuera sans doute à désengorger les maisons d'arrêt et protéger davantage la dignité et les droits humains et à favoriser l'accès à une justice équitable au Mali. Rétrospective 2024 dans le secteur de la justice avec le code pénal et le code de procédure pénale avec Garibou Pérou. Promulgués par le président de la transition, le code pénal et le code de procédure pénale sont 2 documents d'importance capitale pour le rayonnement de la justice. Si l'un catalogue l'ensemble des infractions prévues et punies, l'autre trace les voies à suivre pour mettre en œuvre les dispositions comportant les sanctions pénales. Il s'agit en clair de définir comment les enquêtes sont menées, comment les poursuites sont engagées, comment les dossiers sont instruits, comment se déroule le jugement et les voies de recours qui peuvent être exercées. Mamoudou Kassougué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le code pénal, c'est le droit substantiel qui pose les incriminations, les infractions et les sanctions qui leur sont applicables. Quant au code de procédure pénale, il détermine la manière dont ces infractions doivent être jugées et après le jugement, comment la peine doit être appliquée, quelles sont les voies de recours qui peuvent être utilisées. Docteur Suleiman D, président de la commission loi CNT. Pour une fois, c'est des Maliens qui ont examiné ces textes, c'est des Maliens qui ont voté ces textes en se référant sur la profonde aspiration du peuple malien à donner un visage nouveau à notre justice. 3e du genre de l'indépendance à aujourd'hui, le code pénal et le code de procédure pénale en vigueur passent du simple au double. Mangal Traoré, magistrat. C'est au total 1373 articles. Mais il n'y a pas que ça, parce que pour l'intérêt des praticiens du droit, le nouveau code il va comporter 2 grandes parties essentiellement. Ce qu'on appelle la partie législative, où vous avez tous les articles qui sont à l'intérieur du code, et ce qu'on appelle la partie réglementaire, donc qui va prendre en charge l'ensemble des décrets d'application. Christian Idrissa Diassana, magistrat à la retraite. De mémoire de Maliens, on n'a pas vu encore une telle refonte des textes pénaux. Avant, on procédait à la numération chronologique, mais cette fois-ci, on a choisi une numérotation analytique. C'est-à-dire que les numéros des articles font tout de suite référence au plan du code. Cela permet de ne plus faire de relecture. Et lorsqu'il y a des changements qui interviennent, quand les changements interviennent, au lieu de faire un nouveau code pénal, il suffit de changer les articles correspondants sans avoir à chambouler l'architecture générale du code.
partie législative et réglementaire, le ministère est passé par toutes les étapes nécessaires pour aboutir à ces résultats tangibles. Le Code pénal et le Code de procédure pénale donnent aux acteurs de la justice une série de centres d'intérêt en termes de réforme et d'innovation. Mamoudou Kassougué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Nous avons l'introduction de beaucoup d'infractions qui jusqu'ici n'avaient pas trouvé de définition dans le Code pénal, notamment l'esclavage par ascendance. Des infractions aussi basées sur le genre, la traite des personnes et d'autres infractions assimilées ont pu avoir une assise légale confortable dans les nouveaux codes pénals. Il faut dire aussi que nous avons eu l'occasion de prendre en charge la situation des repentis pour ce qui concerne les gens qui ont appartenu à des groupes armés et qui n'ont pas les mains tachées de sang. Nous avons aussi les bracelets électroniques, donc les moyens électroniques de contrôle qui permettent d'être un palliatif à l'emprisonnement. S'agissant du code de procédure pénale, il faut dire qu'une des innovations majeures, c'est la suppression des cours d'assises. Une autre innovation majeure, c'est l'instauration du collège de la liberté et des détentions. Et une autre particularité qui est très importante, c'est la future brigade des mines qui sera mise en place pour traquer tous ceux qui sont dans l'exploitation illicite des substances minérales. Il faut dire que par rapport au dossier de corruption, il a été décidé que lorsque ça atteint le seuil criminel, les infractions sont imprescriptibles. Dr Suleiman D, président de la commission loi CNT. Lorsque un prévenu est placé sous mandat de dépôt, passé le délai légal de détention, le régisseur de la prison est tenu de présenter le prévenu au président du tribunal qui prend immédiatement une ordonnance de mise en liberté. Magal Traoré, magistrat. Dans ce code-là, il a été prévu que sa mise en œuvre se fera 6 mois après sa promulgation. Riche en contenu, le nouveau code pénal et le code de procédure pénale ont été promulgués précisément le 13 décembre 2024. Avec ces deux ouvrages générationnels, c'est seul désormais le poids de la vérité qui peut incliner la balance de la justice. Une demi-heure d'information qui s'achève à présent. La présentation, c'était Moussa Papa Aïdara, mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly, mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à Soumaou Aïdara et Bemba Sibi pour l'appui spontané. Les avis et communiqués, c'est avec Fousséni Djara. Mais avant, vous allez suivre la page météo. Merci à tous pour votre attention. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez surtout pas, garde le sourire. Quoi qu'il arrive, splendide journée à tous sur le RTM. Sur les ondes.